Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Greylog, une solution de centralisation des logs que nous allons déployer sur une machine Debian, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir envoyer les logs de toutes nos machines, de tous nos équipements vers ce serveur pour les indexer et les analyser. Alors on va voir l'installation dans cette première vidéo. Je vais aussi vous faire une présentation théorique de la notion de log et de l'importance de la centralisation des logs. Et puis je publierai ensuite d'autres vidéos pour vous expliquer comment envoyer les logs de Windows, de Linux et d'autres équipements vers ce fameux serveur Greylog. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Commençons par une rapide définition de ce que sont les logs, de ce que sont ces fameux journaux d'événements générés par les systèmes, les applications, les équipements réseau. En fait, les logs sont riches en informations et vont nous donner un bon aperçu de l'activité du système d'information, des serveurs, des applications qui s'y trouvent, de l'activité du réseau et donc plus globalement de l'état de santé du système d'information, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur ces fameux logs notamment pour expliquer une erreur, un comportement qui soit normal ou anormal, voire même le crash sur un service. On va aussi pouvoir utiliser les logs pour retracer l'activité d'un utilisateur, d'une application, d'un paquet sur un réseau, et aussi les utiliser pour comprendre le fonctionnement d'une application, d'un protocole, d'un système, est très important pour être notifié lorsqu'il y a un comportement, une action, une modification particulière. Donc par comportement, ça peut notamment être un comportement suspect qui mérite une attention, et donc ça permettra à partir de là d'envoyer éventuellement une alerte à l'administrateur pour qu'il aille voir ce qui se passe. Alors sur Windows et sur Linux, où sont stockés les logs? Alors sur Windows, ça va être dans l'observateur d'événements. Vous allez retrouver différents journaux, alors soit les journaux système, applications, sécurité, mais aussi des journaux par service, on va dire. Il y a quelques services comme DHCP, le serveur web de ZIS, où on peut avoir des fichiers de log à part, mais globalement c'est dans l'observateur d'événements que ça va se trouver. Et sur Linux, c'est plutôt dans Varlog, où on va retrouver des fichiers ainsi que des sous-dossiers parfois par service, où on va avoir pour le coup les logs de l'application en question. Alors quelle va être la problématique liée aux logs? C'est qu'en fait par défaut chaque appareil a ses propres logs en local. Alors du coup ça va rendre l'analyse très difficile, puisque on va pas passer notre temps à aller voir les journaux sur chaque appareil pour essayer d'identifier la source d'un problème ou essayer d'identifier un comportement anormal. Donc c'est là que la solution qu'on va avoir pour ça, c'est la centralisation des logs. On va avoir un seul équipement, une seule solution qui va regrouper, stocker, indexer, analyser tous les logs de tous les appareils ou toute ou partie des appareils. Donc ça va nous offrir une visibilité globale, ce qui est très intéressant pour détecter les anomalies et les incidents de sécurité. On va aussi gagner en efficacité opérationnelle, puisqu'on va être beaucoup plus efficace pour faire du diagnostic et on va donc pouvoir réduire le temps à passer et aussi faire une corrélation entre les événements qui se sont déroulés sur plusieurs machines différentes. Il y a aussi un intérêt pour la sécurité et la possibilité de faire une analyse à froid, c'est-à-dire que si un serveur est crashé totalement, qu'on n'arrive plus à le démarrer, on a quand même accès aux logs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisqu'ils ont été stockés sur une autre machine. Je vous ai mis à l'écran quelques cas d'usage liés à la centralisation des logs et à l'intérêt de centraliser les logs. Alors comment mettre en œuvre la centralisation des logs? Tout d'abord, la première étape, ça va déjà être de produire ces fameux journaux. Si on prend l'exemple de Windows, par défaut, il va générer des logs, notamment sur la partie sécurité, la partie application, système, etc. Mais les logs dans la partie sécurité sont pas forcément là pour tracer les événements qui vont nous intéresser, typiquement tout ce qui va être échec d'ouverture de session, des accès sur des fichiers particuliers, tout ça, ça sera pas forcément tracé par défaut. Donc ce qu'il va falloir faire déjà, c'est configurer la stratégie d'audit pour aller générer les logs qui nous conviennent par rapport à ça. Donc ça sera la première étape. Alors ça peut être fait après avoir mis en place le Greylog, par exemple. Il n'y a pas forcément là-dessus d'importance, cité qu'il faudra forcément le faire à un moment donné pour avoir des journaux cohérents, sinon vous n'allez rien détecter d'intéressant. Ensuite, il faudra envoyer les journaux vers la solution de centralisation des logs, qui elle va stocker, indexer, organiser les logs, et ça va nous permettre ensuite de pouvoir les analyser, de générer des alertes, mais aussi des graphes sur l'activité de notre système d'information. Alors pour ça, on a notamment la solution Greylog qui est présentée dans cette vidéo. Ce n'est pas la seule solution qu'on va pouvoir utiliser pour faire ça. Greylog est une solution qu'on pourrait qualifier de type puits de log. Il y a une version payante, il y a une version gratuite. Là, c'est vraiment la version gratuite open source qui s'appelle Greylog Open que je vous présente dans cette vidéo. Une autre solution qui est assez connue, c'est la stack ELK basée sur
Logstash, Elasticsearch et Kibana. Nous, on va vraiment être là sur la partie Greylog. Je vous ai mis aussi d'autres solutions à l'écran. Wazoo, notamment, qui est assez intéressant, qu'on pourra peut-être voir dans d'autres vidéos, et lui qui a plutôt aussi une connotation orientée sécurité un peu plus que la version gratuite de Greylog. Alors pour finir, on va évoquer les quelques prérequis nécessaires à l'installation de Greylog. Alors ce qu'on pourrait qualifier de stack Greylog, en fait, ça s'appuie sur MongoDB, donc en version 6, qui est la version recommandée actuellement. Vous pouvez utiliser entre la version 5 et la version 7.x maximum. On a OpenSearch, qui est un fork en fait de Elasticsearch, suite à une petite embrouille qu'il y a eu entre les mainteneurs du projet Elasticsearch et Amazon. Donc en fait, OpenSearch, c'est une version open source d'Elasticsearch qui a été créé par Amazon il y a quelques années, OpenJDK 17 et bien sûr Greylog. Alors j'ai mis aussi un petit tableau qui représente un petit peu le sizing, on va dire, d'un serveur Greylog. Il faut savoir que Greylog, c'est une solution flexible, scalable si on peut dire, qui va permettre de traiter énormément de données. C'est-à-dire qu'un serveur Greylog peut traiter 10 gigas de log par jour comme 100 gigas ou plusieurs terras. C'est une solution vraiment adaptée pour tout ça, si ce n'est qu'il va falloir avoir un serveur en face qui répond à la demande. Moi, pour cette démo, je vais prendre une machine virtuelle qui a 8 Go de RAM, un petit peu de stockage pour pouvoir lui envoyer pas mal de logs sur le long terme et pouvoir faire un lab et vous montrer pas mal de choses par la suite. Vous pouvez bien sûr faire une VM avec moins de ressources, mais voilà, il faut avoir conscience que pour passer un Greylog en production, il faut quand même avoir une bonne machine avec pas mal de RAM, du stockage, pas mal de ressources pour monter un Greylog. Alors voilà, le décor est planté, maintenant passons à la phase de démo et à l'installation de Greylog. Je vais donc me connecter sur la machine Greylog à partir d'une machine qui est sur Windows Server, et je vais me connecter du coup en SSH sur le serveur Greylog. Donc c'est une machine sous Debian 12 qui est vierge, il y a simplement une adresse IP. Ce qui est important aussi, c'est de configurer le NTP, de configurer un fuseau horaire, pour avoir un bon horodatage, on va dire, au niveau des journaux. Donc ça, c'est important pour le serveur Greylog, mais également pour tous les équipements, les postes de travail, les machines qui vont envoyer les logs à Greylog. Alors, la première commande à exécuter, là, un petit peu classique, c'est un sudo apt-get update. On va mettre à jour le cache des paquets. Et puis ensuite, on va partir déjà sur l'installation de premiers paquets qui vont nous être utiles pour la suite. Donc ça, c'est plus de l'outillage, on va dire, par rapport à la suite des opérations. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer du coup à l'installation de MongoDB. Donc on va commencer par télécharger la partie clé GPG, donc pour pouvoir ajouter le dépôt qui va bien pour MongoDB. Puis on va ajouter le dépôt au niveau de notre machine Debian. Donc on ajoute cette commande. Une fois qu'on a fait ça, du coup on va refaire un sudo apt-get update pour mettre à jour le cache des paquets et donc tenir compte du nouveau dépôt qu'on vient d'ajouter, comme on le voit ici. Il apparaît bien le repos MongoDB. Donc là je suis vraiment sur la version 6. Et une fois qu'on a fait ça, du coup on va pouvoir faire un sudo apt-get install, donc -i pour valider automatiquement MongoDB-org. Voilà, on valide. Alors rassurez-vous, c'est une erreur qui était en quelque sorte prévue et que vous allez rencontrer également. Donc tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est télécharger la fameuse librairie manquante et puis procéder à son installation à l'aide de dpkg, ce qui va nous permettre de pouvoir relancer dans un second temps l'installation du fameux paquet MongoDB. Donc une fois qu'on a fait le téléchargement, on installe le paquet avec la commande dpkg, on met bien le bon nom par rapport au paquet qu'on a téléchargé juste avant. Voilà, on fait ça. Là du coup, ce qu'on va refaire, c'est tout simplement relancer la commande qui permet d'installer MongoDB, c'est-à-dire cette commande-là. Voilà, donc là on lance l'installation, il va télécharger toutes les sources de MongoDB, il va déployer MongoDB sur le serveur et à partir de là, on pourra passer à la prochaine étape. Donc nous allons relancer le service MongoDB et surtout activer son démarrage automatique, notamment avec cette commande. Là on va relancer le service, donc on va faire tout simplement un restart MongoDB, voilà, et on va regarder quel est l'état de ce service avec la commande que je viens de saisir à l'écran. Et donc là on voit bien que le service est chargé, il est actif. On pourra même faire ici un status pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je le lance, il me dit bien que le service est actif. Donc on peut considérer déjà que cette première étape est validée. Maintenant, la seconde étape, ça va être d'installer OpenSearch. Donc c'est vraiment la deuxième brique, on va dire, de notre stack Greylog. Greylog, lui, va venir plutôt à la fin. Là, on va passer du coup à l'étape installation d'OpenSearch. Donc je vais me remettre sur la machine. Donc un peu sur le même principe que pour MongoDB. Donc on commence par télécharger la clé.
Ensuite, on va ajouter du coup sur notre machine le dépôt qui va bien. Donc là encore, on a une petite commande à exécuter. Ça va venir mettre à jour la liste des dépôts pour le gestionnaire de paquets apt. On va ensuite faire un sudo apt get update, toujours sur le même principe. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir du coup lancer l'installation d'OpenSearch. Alors là, attention, quand vous allez faire ça, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, donc je vais nettoyer ma console, et là on voit qu'on a un fameux mot de passe ici. Ce fameux mot de passe permet en fait d'avoir entre guillemets un environnement un petit peu de démo au niveau d'OpenSearch. Si vous mettez un mot de passe qui n'est pas suffisamment robuste à cet endroit-là, vous allez obtenir une erreur à la fin de l'installation. Alors, pas suffisamment robuste en termes de type de caractère, mais vraiment en termes aussi de complexité, d'originalité, on va dire. Si vous mettez password 123 par exemple, ça ne fonctionnera pas. Donc même si c'est un lab, on essaie de prendre un mot de passe quand même assez original pour ne pas avoir d'erreur. On lance l'installation. Voilà, donc là encore, il faut attendre un petit peu. Ça peut être assez long, hein, parce que c'est pas là, on a plus de 900 mégas à télécharger. Donc en fonction de votre connexion, ça peut prendre un petit peu de temps. À la fin de l'installation d'OpenSearch, nous sommes invités à lancer, activer le service, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure pour MongoDB. Mais là, on va patienter, on va pas le faire tout de suite. Là, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans le fichier de configuration d'OpenSearch. Donc on va faire un sudo nano et on va ouvrir le fichier OpenSearch, donc au format YAML. Voilà, donc on va ouvrir ce fichier. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est décommenter certaines options, notamment celle-ci, un cluster name. Vous mettez le nom d'un cluster. Il faut savoir que Greylog peut fonctionner en mode cluster, c'est-à-dire avec plusieurs autres. Vous pouvez avoir plusieurs machines Greylog, plusieurs machines OpenSearch, avoir de la haute disponibilité au niveau de l'infrastructure de centralisation des logs. Là, ce ne sera pas notre cas, on n'a qu'un seul serveur, mais il faut quand même nommer tout ça. Là, le nom du nœud, c'est le nom du nœud local. Avec cette valeur-là, vous allez réutiliser le nom de la machine Linux de façon dynamique, donc ce qui est plutôt intéressant. Vous allez ensuite descendre dans le fichier, on a les pass data, pass log, donc ça en principe c'est déjà activé par défaut et on va laisser ces valeurs-là. Vous avez ensuite la partie network ici, network host. Donc là, vous enlevez le commentaire et vous allez venir mettre l'adresse IP de boucle locale, donc 127.0.0.1, voilà, comme ceci. Ensuite, vous continuez à descendre et il va falloir aller rechercher d'autres paramètres. Donc, on a besoin du paramètre discovery type, donc on va pouvoir venir directement ici à la fin. On va mettre donc discovery.type single node. Vous allez mettre ensuite cette option-là, ainsi que celle-ci, donc qui permet de désactiver le plugin de sécurité. Donc ça peut être bien pour le démarrage, mais c'est pas mal par la suite de venir le réactiver, ce qui implique de la configuration supplémentaire pour que ça puisse, on va dire, fonctionner. Alors, du coup, on va pouvoir, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir valider, et on ne va toujours pas démarrer ce service, puisqu'on va d'abord s'intéresser à la configuration de Java Virtual Machine. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est venir modifier le fichier de configuration jvm.option qui est ici. Dans ce fichier-là, on va aller modifier les allocations mémoire. Donc là, en fait, ça, c'est peut-être pas très explicite, mais on a une allocation mémoire ici pour OpenSearch. Il faut savoir qu'il faut modifier ça en fonction des ressources que vous avez sur votre serveur. Par défaut, c'est minimum 1 Go de RAM et maximum 1 Go de RAM. C'est-à-dire qu'il va démarrer, il aura déjà 1 Go de RAM qu'il va consommer. Là, j'ai une VM avec 8 Go. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire démarrer avec 4 Go et il aura un maximum 4 Go. Donc, ça permet de lui allouer déjà suffisamment de ressources. Donc là, vraiment adapté en fonction de vos besoins, de votre environnement. Si vous faites une VM de test, peut-être que vous allez rester sur 1 Go. Alors voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le fichier, le fermer. Nous allons devoir regarder le paramètre qui s'appelle max map count au niveau du noyau Linux. En fait, il permet de définir la limite des zones de mémoire mappées par processus. Donc ça va permettre d'ajuster le comportement pour les besoins d'OpenSearch. Donc vous faites cette commande, ça vous retourne une valeur. Donc il faut fixer cette valeur à 262 144. Ça tombe bien, c'est la valeur qu'on a déjà ici par défaut sur Debian 12, mais vous devez quand même vérifier ça et adapter si besoin la configuration. Donc pour adapter la configuration, vous faites tout simplement la commande que je vous mets à l'écran, vous l'envoyez et ça modifie. Là je l'ai remodifié, mais ça n'aura pas d'impact puisque c'était déjà la bonne valeur. Et ensuite on va pouvoir faire prendre en compte le nouveau service OpenSearch, le démarrer avec cette commande, activer le démarrage automatique, et on va pouvoir faire
un premier restart, donc pour le relancer, le lancer, voilà. Donc là, du coup, ça va lancer OpenSearch sur la machine. On a déjà lancé MongoDB. Donc ça prend un petit peu de temps cette opération-là. Ce qu'il faut bien comprendre ensuite, c'est que on va avoir un processus qui va consommer 4 Go de RAM qui va tourner dans la VM. Voilà, donc là, je vais faire la commande top. Donc là, j'ai bien un processus Java, voilà, qui consomme 4 Go de RAM sur la machine. Donc c'est vraiment un processus qui va être quand même assez gourmand et vraiment qui va être essentiel au niveau de cette machine virtuelle Greylog. Nous arrivons désormais à l'installation de Greylog en tant que tel. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est télécharger donc le paquet d'installation .deb de Greylog. Donc là, je prends la dernière version en 6.1. Donc voilà, ça télécharge le paquet. Si je fais un ls-l sur ma machine ici, je vois bien le paquet qui est ici. Donc maintenant, je vais faire un sudo dpkg-i et je vais mettre le nom du paquet derrière. Voilà, on fait entrer. Là, il va faire l'installation. Donc je fais sudo apt-get update. Donc en fait, ça va notamment actualiser mes dépôts. On voit ici l'ajout du dépôt Greylog. Et en fait, à partir de là, je vais pouvoir faire maintenant un sudo apt-get install Greylog server. Et là, on va vraiment installer le serveur Greylog. Donc encore une fois, on valide. Et on patiente un petit instant le temps de l'installation. Voilà, une fois que c'est fait, on va pas lancer dès maintenant Greylog. Ce qui va être important, en fait, du coup, c'est de venir finaliser la configuration de Greylog. Donc pour ça, on va devoir définir une clé utilisée par Greylog qui va devoir utiliser lui-même pour sécuriser le stockage des mots de passe utilisateurs. Donc c'est ce que l'on va appeler le password secret. Et on aura aussi le root password SHA-2. Donc c'est un paramètre qui correspond au mot de passe de l'administrateur par défaut de Greylog. Et il sera stocké sous la forme d'un hash SHA-256, donc ce qui va nous obliger aussi du coup à faire des petites manipulations en ligne de commande pour pouvoir obtenir ces informations et les stocker dans le fichier de config de Greylog. Donc c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Alors on va commencer du coup par générer le fameux password secret. Donc du coup on va utiliser le paquet pwgen qu'on avait installé en tout début de procédure. Et on va générer du coup un mot de passe de 96 caractères, donc une clé de 96 caractères. Donc cette valeur, on va la copier, voilà, et on va aller la mettre dans le fichier de log de Greylog. Donc on va faire un sudo etc Greylog serveur et un serveur.conf. Et ici, ce que vous allez faire, eh bien, c'est localiser le paramètre qui s'appelle tout simplement password secret, qui est ici, voilà, et on va venir coller la valeur juste derrière, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va enregistrer le fichier, le fermer, et on va retourner dans la ligne de commande, et là, on va relancer une autre commande pour obtenir le hash 256 d'un mot de passe. Le mot de passe que j'ai choisi, c'est celui-là, celui qui est entre les guillemets ici. Donc ça sera mon futur mot de passe pour me connecter à Greylog, en tout cas au début. Donc je fais ça, là, je fais bien un copier-coller de cette valeur, je vais modifier le serveur.conf, je vais localiser l'option root, voilà, password ici, et je vais venir coller la valeur. Voilà, je vais enlever le tiret à la fin, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va profiter dans ce fameux fichier de configuration pour définir ici, voilà, le HTTP bind address. Donc en fait, c'est l'interface de web de Greylog, sur quel port elle sera accessible, au niveau de quelle adresse IP, sur quelle adresse IP va être en écoute. Donc là, vous pouvez mettre soit, vous pouvez mettre 4x0 pour écouter sur toutes les interfaces, ou sinon, vous pouvez aussi mettre du coup directement l'adresse IP du serveur Greylog pour qu'il soit en écoute que sur une adresse IP bien particulière. Donc une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir descendre encore un petit peu plus puisqu'on va s'intéresser à une option qui s'appelle Elasticsearch Host. Alors on va la localiser plutôt un peu plus bas dans le fichier. Voilà, donc là on précise http:// l'adresse IP de boucle locale puisque l'OpenSearch est installé sur la même machine que Greylog et le port 9200. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on enregistre le fichier de configuration et on va pouvoir enfin activer et démarrer du coup le Greylog server. Donc là on fait un systemctl enable now, comme ça on active le démarrage automatique et on le démarre dans la foulée, voilà, comme ceci. Et à partir de là, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est tenter une connexion à l'interface web de Greylog. Alors comment on va faire ça? On va tout simplement ouvrir un navigateur, saisir l'adresse IP de Greylog. Alors c'est ce qu'on va faire dès maintenant, donc je retourne sur la machine qui est ici. Dans le navigateur, je mets l'adresse IP donc, de mon serveur Greylog, le port 9000 comme ceci, et je valide. Là j'arrive sur l'interface
de Greylog. Donc là, c'est vraiment, voilà, on va pouvoir se connecter pour la première fois à Greylog. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme identifiant et de mot de passe? Eh bien, on va mettre admin et le fameux mot de passe pour lequel on a généré un hash il y a quelques instants. Voilà, donc moi c'était puidelog arrobase. Et désormais, nous venons de nous connecter sur notre serveur Greylog pour la première fois. Donc l'installation, on peut considérer qu'elle est réussie. Alors là, on voit qu'on a pu utiliser admin avec le mot de passe qu'on a généré en ligne de commande. Si vous avez déjà manipulé un petit peu Greylog, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même quelques semaines encore, lorsque l'on faisait cette manipulation-là, il fallait aller ensuite dans les logs de Greylog pour récupérer un fameux mot de passe temporaire qu'on venait ensuite saisir au niveau de l'interface de Greylog pour se connecter la première fois, et après on pouvait utiliser notre fameux mot de passe. Mais ça, voilà, ça a changé là très récemment. Désormais, ce n'est plus nécessaire. Donc voilà, on a bien directement accès à Greylog avec l'identifiant et le mot de passe que l'on a créé tout à l'heure. Donc là, ce qu'on pourrait tout simplement faire, c'est naviguer dans la partie système ici, dans User and Teams, et on va pouvoir ici venir se créer un utilisateur personnalisé. L'avantage, vous allez pouvoir mettre votre nom, votre prénom, votre nom d'utilisateur, votre email. Vous allez pouvoir aussi définir votre rôle admin et un mot de passe. Comme ça, vous laissez de côté le compte administrateur par défaut. Ce qu'il faut savoir après, c'est que tout ce qui est search ici permettra de voir en temps réel vos logs, faire des recherches ici sur des sources, sur des types d'événements, en fonction aussi d'une certaine plage horaire. Nous avons aussi la possibilité de créer des tableaux de bord avec des graphes, des statistiques. Toute la partie stream, alerte, ça va vraiment correspondre aux données qu'on va envoyer dans Greylog, la manière de les organiser. Les alertes, ça va être envoyé par exemple à un mail ou un message dans Teams lorsqu'il y a un événement particulier qui a été détecté. Donc ça, c'est la fameuse partie notification. La partie Enterprise, on ne va pas forcément nous en parler puisque là, c'est dédié à la version commerciale. Mais voilà, il faut savoir que on a quand même accès à beaucoup de fonctionnalités. Donc là, du coup, on a fait l'installation de Greylog. La prochaine étape, la prochaine vidéo, ça va être de commencer à envoyer des logs dans Greylog pour pouvoir commencer à utiliser le système de requêtes, le système de dashboard, voir un petit peu comment ça marche tout ça. Parce que là, là je vous laisse un petit peu sur votre faim, vous avez installé Greylog, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Attendez un petit peu, je vais vous envoyer d'autres tutos sur Greylog. Donc rassurez-vous là-dessus, il y a des choses de prévues pour envoyer les logs de Windows dans Greylog, les logs de Linux dans Greylog, et pouvoir faire de l'analyse, détecter les connexions SSH en erreur, détecter des connexions en erreur sur un autre Windows, etc. On va pouvoir faire pas mal de choses, tout ça dans les prochaines vidéos. Direction aussi sur itconnect.fr, vous allez pouvoir retrouver le tuto d'installation de Greylog et faire des copier-coller de toutes les commandes pour gagner un petit peu de temps et éviter les erreurs de frappe à la saisie. Et puis bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et n'hésitez pas à la commenter et à me dire justement est-ce que Greylog est un sujet qui vous intéresse, est-ce que vous voulez en voir plus à son sujet. Et je vous dis à très vite, ciao.